Les enfants de cœur les détestent, la vérité sort de leur capuchon, leur mode de vie ressemble à un gros remake de Game of Thrones, leur rite d'initiation est la pire sélection naturelle imaginable, certains diront Imperium, d'autres diront Chaos, leur chef s'appelle Lionel, il dort depuis l'hérésie d'Horus et a complètement oublié de programmer son réveil. Vous l'avez deviné, on va parler des Dark Angels. Bienvenue dans la Wargame Room. On commence par les aptitudes générales, aptitudes que l'on retrouve sur quasi l'entièreté des figurines du codex et les figurines qui porteront le mot-clé Dark Angel. La première, âpre résolution, permet d'avoir un +1 à la touche lorsque l'on reste immobile, que ce soit au tir ou au corps à corps, et on va réussir automatiquement tous les tests d'attrition. L'aptitude zigzag sera donnée à toutes les unités de la Ravenwing, ça va leur permettre lorsqu'ils ont bougé d'avoir une 5+ invulnérable, et lorsqu'ils auront advance d'avoir une 4+ invulnérable. Ces sauvegardes ne marchent évidemment que contre les attaques de tir. Les unités Deathwing quant à elles gagneront l'aptitude cercle intérieur, ils réussiront donc leur test moral automatiquement, ils gagneront s'ils sont infanterie la possibilité d'être blessés uniquement à partir du 4+, c'est-à-dire que les 1, les 2, les 3 seront toujours des échecs. En contrepartie, ils ne pourront pas battre en retraite contre les unités ennemies déchues sauf si véhicules. Et s'ils veulent se désengager, ils vont devoir jeter 2d6 et il faudra que la valeur soit inférieure ou égale à leur commandement pour qu'ils puissent se désengager, sinon ils resteront immobiles. Si votre armée est réglementaire, les unités qui auront les doctrines de combat gagneront l'aptitude Fils du Lion. Cela vous donnera accès à 3 aptitudes. La première, vitesse du corbeau, va vous donner la possibilité pendant la doctrine Dévastator sur les unités Ravenwing d'améliorer votre mouvement de 3 pas et de pouvoir tirer avec n'importe quelle arme en vous étant déplacé avec un malus de -1. La discipline de tir va vous permettre en doctrine tactique, sauf sur les unités Deathwing, de pouvoir tirer lorsque vous êtes à portée d'engagement avec une unité d'infanterie. Vous ne pourrez tirer que sur du 5+ à la touche. La dernière capacité, implacable, va se jouer pendant la phase d'assaut uniquement sur vos figurines infanterie Deathwing. Vous allez avoir la possibilité de relancer toutes vos blessures si vous ciblez un personnage qui aura 8 points de vie ou plus. Ces capacités sont pas toutes folles, par contre ce que je trouve de notable et plutôt sympa, c'est qu'on a un bonus pour chaque phase de ces doctrines de combat, ce qu'on n'a pas dans les autres codex, et je trouve que c'est plutôt cool d'avoir voulu mettre un bonus à chacune de ces phases. De plus, tous les détachements d'avant-garde Deathwing de votre armée vont gagner l'aptitude première compagnie. Le détachement d'avant-garde étant le détachement qui vous permet de mettre plusieurs unités d'élite dans votre armée, on va avoir la possibilité sur ce détachement, sur toutes les figurines de type Terminator, d'avoir l'objectif sécurisé. En plus de ça, on nous fait comprendre que le détachement va être gratuit puisqu'il nous donne un bonus de commandement de 3 points de commandement, à savoir qu'un détachement d'avant-garde coûte de base 3 PC, ça vous permet de le jouer gratuitement un petit peu comme votre premier détachement de bataillon ou de patrouille. Et pour ce qui est des détachements éclaireurs Ravenwing de votre armée, donc les détachements qui regroupent les unités d'attaque rapide, vous allez avoir encore ici ce bonus de 3 points de commandement si vous l'utilisez. Et cette fois-ci, c'est les motos et les outriders de votre armée qui auront l'aptitude objectif sécurisé. Encore une fois, un bonus plutôt sympa qu'on ne retrouve pas dans d'autres codex. Je trouve ça plutôt bien de pouvoir orienter sa liste vers autre chose que les choix de troupes qui sont un petit peu des taxes un petit peu obligatoires pour faire de l'objectif et du secondaire. Là, on a la possibilité, mine de rien, si on a envie de faire une armée motorisée, qui a envie d'aller à toute bombe sur l'adversaire, on a la possibilité de rendre toutes les motos et les outriders objectifs sécurisés. Et si on a aussi ce détachement d'avant-garde qui nous permet de jouer plein de Terminator et plein d'unités d'élite qui sont quand même super tanky, on va avoir aussi la possibilité de les mettre objectifs sécurisés. Et c'est plutôt cool de pouvoir sortir ces unités pour faire autre chose que juste castagner. Elles vont pouvoir vraiment marquer des points de secondaire, de primaire, et comme on le sait, en V9, c'est le plus important. On nous signale aussi qu'on ne peut avoir qu'un seul capitaine de la Deathwing ou de la Ravenwing par armée. Pour finir avec les aptitudes générales, on a le rite d'initiation. Ça nous permet en fait de transformer un de nos personnages qui ne serait pas un personnage nommé ou un personnage qui appartient déjà à la Deathwing ou à la Ravenwing, de pouvoir les associer à la Deathwing
ou la Ravenwing pour un certain nombre de points supplémentaires ou de points de puissance à rajouter dans votre liste d'armées si vous voulez le faire. Ça vous permet grosso modo de customiser un peu plus votre armée si vous voulez faire jouer votre petit chef à vous, Primaris ou Capitaine Space Marines normal, vous allez pouvoir lui donner le mot-clé en plus et bénéficier de certains stratagèmes, etc. Pour les traits de seigneur de guerre, j'en ai sélectionné quand même plusieurs, parce que je les trouve quand même sympas dans l'ensemble. Le premier, Brillant Stratège, vous permet, autour de cette figurine, d'activer la doctrine Devastator alors que vous êtes déjà en doctrine tactique. Et si vous êtes en doctrine d'assaut, vous allez pouvoir activer à la place la doctrine Tactics. Ça permet de switcher ces doctrines sans avoir à dépenser de points de commandement et pour tirer le meilleur de vos unités, par exemple d'armes lourdes, d'armes à plasma ou encore vos grosses unités d'intercesseurs avec beaucoup de bolters. Ça permet de jongler sur ses capacités et c'est toujours bien de l'avoir dans son carquois. On a ensuite Ténacité Obstinée, ça vous permet sur cette figurine qui aura ce trait de seigneur de guerre, lorsqu'elle est détruite, on ne la retire pas du jeu. Elle sera retirée uniquement au début du tour prochain et elle ne peut plus perdre de points de vie pendant tout le tour. Un trait associé à la Ravenwing va vous donner un -1 pour être touché, ce qui est pas mal quand on veut préserver son seigneur de guerre ou son personnage qu'on a envoyé un petit peu tout seul dans un coin. Ça peut lui permettre de lui sauver les miches. Et le dernier, trait de seigneur de guerre associé à la Deathwing, nous permet de réduire les dégâts de 1 jusqu'à un minimum de 1. Encore une fois, de la résilience, un moyen de sauver ou du moins d'amoindrir les dégâts sur son seigneur de guerre. C'est plutôt cool, on prend. On passe aux reliques, j'en ai noté deux. Le Pénon du Souvenir, par exemple, qui sur les unités Deathwing uniquement, donc unité doyen qui porte l'étendard, va lui permettre de sélectionner une unité base infanterie de la Deathwing et de lui donner un -1 aux dégâts. Ça veut dire jusqu'à toujours un minimum de 1 dégât. Ça permet d'avoir encore un bon moyen d'avoir de la résilience. Et on verra que le codex d'Archangel est un codex quand même très défensif. Puis l'œil de l'invisible va donner un -1 au commandement aux unités autour de vous, mais ça à la limite on s'en fout un peu. Ce qui est pas mal, c'est que c'est un moyen de faire frapper en dernier une figurine personnage à portée d'engagement. On se rappelle de ce mécanisme de taper en dernier, c'est-à-dire que tant que les unités autour de lui éligibles à frapper ne l'auront pas fait, lui ne pourra pas taper. Ça peut nous permettre de nous prémunir des attaques d'un gros personnage un peu burné qu'on nous aurait envoyé dans la tronche comme je sais pas, un prince démon ou ce genre de figurine qu'on envoie un petit peu en mode satellite et grosse bombe toute seule. Ça peut nous permettre de contrer ce genre d'assaut. Le domaine psychique d'Archangel est, je trouve, très intéressant. C'est même peut-être un des plus sympas, je trouve, en Space Marines en tout cas. Le premier sort, Parasite Cérébral, permet de cibler une unité ennemie à 18 pas de ce psycheur et sur un 6+ à notre test psychique. L'unité subira déjà une blessure mortelle et en plus de ça, ne sera pas éligible à taper au corps à corps tant que toutes les unités autour d'elle n'auront pas tapé. Un frappe en dernier, encore une fois, un autre moyen d'avoir ce tape en dernier, et là, c'est sur tout le monde, et pas uniquement sur les personnages. Deuxième pouvoir psychique, Aversion, vous permet de cibler une unité ennemie à 24 pas du Psyker, et de faire en sorte qu'elle ait -1 pour ses jets de touche. En plus de ça, si l'unité est à moins de 6 pas du Psyker, elle aura -1 attaque. Ça vous permet, encore une fois dans un build un petit peu défensif, dans une construction défensive, d'amoindrir encore la létalité de l'adversaire. Et pour le codex d'Archangel basé quand même sur la défense et le tanking, eh ben c'est plutôt cool. Puis la Juste Répugnance, c'est un sort qui passe sur du 7, un petit peu plus difficile à placer. Par contre, on va cibler une unité amie à moins de 12 pas de notre Psyker, et elle aura une complète relance des touches et des blessures. Donc quand on veut meuler et qu'on veut être sûr de déglinguer quelque chose, avoir une relance complète, que ce soit à la touche et à la blessure, eh ben on prend. Un sort plus tactique maintenant, les Graines de la Peur, vous permettent sur un 7+ de cibler une unité ennemie à moins de 24 pas du Psyker. Cette unité va subir -1 à son commandement, mais ça on s'en fout, mais va surtout perdre l'objectif sécurisé, et en plus de ça, si notre test psychique est égal ou supérieur à la valeur de commandement de cette unité, si l'unité a fait une action, elle échoue automatiquement, et dans tous les cas, elle ne peut pas effectuer d'action jusqu'à la prochaine phase psychique. Et dans la V9, comme le but c'est de marquer des points en tenant des objectifs et en réalisant souvent des actions, et ben quand on fait ça à son adversaire avec son unité qu'il avait un peu prévu pour cet effet, et ben le mec est pas content. Donc c'est un sort qu'on a envie d'avoir aussi. Le petit dernier, peut-être un peu plus situationnel, mais qui peut être décisif à certains moments, surtout quand on a envie vraiment de se débarrasser d'une aura de l'adversaire qui est insupportable, par exemple l'aura de contagion de la Death Guard. On va avoir la possibilité sur un 7+ de cibler une unité ennemie à moins de 18 pas de ce Psyker, et on va sélectionner une de ses aptitudes d'aura, et l'unité va la perdre.
Je valide ce pouvoir. Dans certains cas, face à certaines armées, c'est un pouvoir que j'ai envie limite de prendre automatiquement pour pallier à ce genre d'aura un petit peu détestable. La première, ouais, voilà, qui me revient à l'esprit encore, c'est cette aura de contagion qui est vraiment impinable quand on veut s'approcher ou quand cette armée-là s'approche de nous. On parle là de la Death Guard, encore du vert. On passe maintenant aux stratagèmes, ils sont peu nombreux dans le codex, maintenant on peut les coupler avec tous les stratagèmes du codex Space Marines, donc ça nous donne quand même un assez gros panel d'actions à faire. Le premier, Assaut Deathwing, qui pour un point de commandement va s'appliquer uniquement sur une unité de la Deathwing qui sera arrivée en renfort à ce tour-ci ou par le biais d'une balise de téléportation. Lorsqu'elle va tirer, cette unité va avoir +1 à son jet de blessure. À plein gaz, un stratagème qui va coûter 1 point de commandement si c'est une unité de moins de 5 figurines, ou 2 points de commandement si c'est une unité de plus de 5 figurines. Ça vous permet, après avoir bougé et sprinté avec une unité, de lui faire refaire un mouvement normal jusqu'à 12. Elle ne pourra pas charger ni tirer après ce mouvement. En général, quand on a besoin de faire ça, c'est qu'on a besoin de faire de la projection pour aller éventuellement tenir un objectif ou encore tenir un quart de table. Donc le stratagème est quand même très intéressant, stratégiquement parlant. Ensuite, ligne inviolable, ça vous permet de vous prémunir du corps à corps de masse, c'est-à-dire que ça va interdire à votre adversaire, lorsqu'il va taper sur une de vos unités, de pouvoir taper avec son deuxième rang. C'est-à-dire que les unités qui sont à moins d'un demi-pas, enfin les figurines qui sont à moins d'un demi-pas de la figurine qui est en train de vous taper, ne pourront pas le faire. Donc les packs de boys, les packs de tyrannides, toutes les unités à 15, 20, voire plus de figurines vont avoir beaucoup plus de mal à vous impacter, et encore une fois, dans une logique défensive, c'est plutôt cool. Un stratagème réservé aux véhicules de la Ravenwing, la manœuvre à haute vélocité va vous permettre pour un point de commandement, lors de la phase de tir de votre adversaire, d'avoir une sauvegarde invulnérable à 4+, contre le tir. Stratagème très intéressant, la traque vous permet pour un point de commandement si c'est une unité de moins de 5 figurines, ou pour 2 points de commandement si c'est une unité de plus de 5 figurines, d'avoir un mouvement d'avant-bataille, après avoir su qui a le premier tour. Et encore une fois, en V9, quand on doit prendre la map, prendre des objectifs, prendre des quarts de table, eh ben on est content de pouvoir le faire. Et un troisième stratagème réservé à la Ravenwing va vous permettre, pour entre 2 et 3 points de commandement, de faire une frappe rapide. En phase de combat, lorsque vous aurez tapé avec votre unité, vous allez pouvoir, si l'unité donc en face est toujours engagée avec vous, vous désengager sans avoir à jeter de dés ou quoi que ce soit. Mais si vous n'avez plus personne au socle à socle de vos figurines, vous allez pouvoir vous déplacer normalement. Encore un stratagème lié à la mobilité qui va vous permettre éventuellement d'aller cleaner quelque chose à un endroit et de pouvoir éventuellement aller mettre un pied derrière sur un objectif ou d'aller vous planquer derrière un mur. Et le petit dernier, arme du Moyen-Âge technologique, va vous permettre pour 2 points de commandement de sélectionner une unité d'Archangel, et ces armes à plasma verront leurs dégâts augmenter de 1. On pense aux Inceptors avec les pistolets à plasma, ou même de la Devastator avec les gros plasmas lourds. Mine de rien, ajouter 1 aux dégâts, ça peut commencer à pas faire rigoler. Maintenant ça coûte un peu cher, mais bon, ça reste quelque chose de viable. Il faut tester, et en plus de ça, c'est fluff parce que le Dark Angel aime l'arme à plasma. Pour ce qui est des objectifs secondaires, j'en note un que je trouve assez sympa, puisque encore une fois, dans une logique, dans une optique défensive avec cette armée, ça peut faire d'une pierre deux coups avec en plus les objectifs primaires de votre partie. En suprématie militaire, ça s'appelle adversité obstinée. Ça va vous permettre de gagner un certain nombre de points. Si vous sélectionnez donc au début de votre partie, à votre première phase de commandement, un objectif sur la table et que vous le tenez plusieurs tours consécutifs, vous allez marquer un certain nombre de points. Par exemple, si vous le tenez 2 tours, donc au tour 2, vous marquerez 2 points. Si vous le tenez 3 tours, au tour 3, vous marquerez 3 points. Et pour les tours 4 et 5, donc si vous le tenez depuis 4 ou 5 tours, vous marquerez à chaque tour 5 points. Donc un total de 15 points à marquer. Et quand on voit ce qu'on peut faire avec des gros packs de Terminator qui sont intuables, on se dit que ça peut être aussi quelque chose d'assez facile, ou du moins qui va se combiner avec les objectifs primaires, et on va peut-être vouloir le prendre. Petit disclaimer les amis, pour vous proposer de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la petite cloche. Vous êtes à l'heure actuelle uniquement 11% sur tous les abonnés à l'avoir fait. Alors je vous invite à le faire, ça serait génial qu'on puisse atteindre, admettons, allez, 20% d'ici quelques semaines, ça serait... On enchaîne avec les unités incontournables du codex.
Selon moi, bien évidemment, et selon mes goûts et selon ce que j'aime voir sur les tables de jeu, je suis depuis gamin fan de Azrael. J'avais la figurine en métal, je me rappelle quand j'étais petit. Bon, je n'ai jamais joué cette armée puisque je ne jouais pas à cette époque-là, mais j'adorais cette figurine, je la trouvais ultra charismatique. En plus, elle a une chier de buff entre le relance complète des touches sur une unité, aura autour de lui de relance des touches de 1, sauvegarde invulnérable autour de lui, peut abjurer un sort, vous donne 2 points de commandement supplémentaires. Enfin bref, il est ultra... le mec a toute une page de règles spéciales pour lui. Je le trouve génial, je trouve la figurine super belle, même si elle est un petit peu vieillissante aujourd'hui. C'est peut-être un vieux souvenir nostalgique d'une époque. C'est vrai que maintenant, quand on voit ce qu'on peut faire en sculpture, il y a quand même beaucoup mieux, mais j'aime quand même beaucoup cette figurine. Et pareil pour ma deuxième unité préférée de ce codex, c'est Samael, qui est encore une fois une figurine assez vieillissante, en fine cast il me semble, mais qui est quand même ultra stylé avec son land speeder un petit peu custom rien que pour lui. C'est encore un maître de chapitre, il va vous permettre aussi des rerolls autour de lui. Ça peut être aussi un missile que vous pouvez envoyer tout seul parce qu'il a une grosse mobilité, il a quand même des armes qui rigolent pas trop. Moi je trouve cette figurine super cool et si je jouais Dark Angel, c'est ce que je sortirais principalement tout le temps en termes de QG. Une autre unité que j'adore, c'est les chevaliers de la Deathwing. En plus d'être des Terminators et donc d'avoir des super sauvegardes et d'être super forts, ils ont la possibilité d'avoir des boucliers, des armes de corps à corps qui diffèrent un petit peu de ce qu'on voit d'habitude dans les codex SM. Ils ont, il me semble, une masse ou un fléau qui est vraiment de leur codex. J'adore cette unité, les figurines sont mine de rien quand même encore très jolies aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs c'est peut-être pas les plus vieilles de la gamme puisque je pense que c'était déjà du plastique. Je trouve l'unité magnifique et encore une fois si je jouais Dark Angel c'est le genre d'unité que je voudrais jouer x10, x20, x30 mais je pense que ça serait un petit peu cher. Et pour finir sur les unités incontournables de ce codex, encore une fois selon moi c'est tout ce qui est de la Ravenwing et plus particulièrement la Ravenwing à moto. C'est génial parce qu'on peut avoir un apothicaire sur moto, on peut avoir un champion sur moto qui lui c'est mon petit chouchou parce que mine de rien combiné avec certaines capacités qu'on retrouve dans le codex Space Marines, notamment le fait de passer en super champion, on peut en faire une unité mais vraiment ultra forte, pareil ultra mobile qu'on va pouvoir envoyer en missile et qui va vraiment faire des dégâts. Moi c'est vraiment mon petit chouchou, l'apothicaire à moto est génial, si vous voulez jouer de la Ravenwing avec beaucoup de motos, vous allez le prendre pour pouvoir relever vos potes à côté. Je trouve ça vraiment ultra emblématique de ce codex, très charismatique. Les motos sont encore très belles, quoique un peu vieillissantes elles aussi. Mais dans une optique d'armée mobile et vraiment basée sur une armée motorisée, ça peut avoir grave de gueule. J'ai vu beaucoup d'armées avec énormément de motos et franchement c'est joli. Les points faibles de cette armée, un petit peu comme toutes, je pense, les armées Space Marines, les unités coûtent selon moi un petit peu cher comparé à certaines armées. On se rend compte que, mine de rien, sur la table, on commence à pas mettre énormément de figurines, et ça peut être un problème lorsqu'on perd une grosse unité de notre liste. Ça va vraiment nous impacter beaucoup plus que certaines autres armées qui vont avoir des unités peut-être un peu moins chères et du coup plus faiblardes, mais ils vont en avoir 3 pour une chez vous. Donc du coup, quand ils vont en perdre une, ça va être moins... ça va moins leur faire un pincement au cœur que si vous perdez votre pack de 10 chevaliers Deathwing par exemple. En plus de ça, la gamme, mine de rien, surtout autour des personnages, est quand même très vieillissante. Les motos sont pas non plus toutes jeunes. En termes de modélisme, on peut vite tourner en rond et on aimerait un petit peu de la refonte de personnages. On a eu droit à ce nouveau personnage Primaris nommé Lazarus. On aurait peut-être préféré une refonte des personnages déjà existants. Ça reste un des points faibles pour moi, qui n'a rien à voir avec le jeu, mais bon, on est quand même des hobbyistes, on aime bien jouer de belles figurines et je trouve que, mine de rien, cette gamme est quand même un petit peu vieillissante. En conclusion, vous l'aurez compris, le codex Dark Angel est selon moi un codex plutôt défensif, très endurant, donc qui va vous permettre de tanker sur les objectifs un peu à la manière d'un Custodes, même si c'est pas exactement la même chose. Mais on a là un gros codex défensif qui, je pense, peut vraiment embêter votre adversaire lorsqu'il n'a pas une énorme létalité en face pour pouvoir vous tomber vos gros packs de Terminator. Si vous avez en plus de l'apothicaire derrière et que vous commencez à relever vos figurines, ça commence à être impinable. Si vous avez à côté de la Ravenwing, ça vous permet de vous étendre sur la map. Le temps que votre adversaire s'occupe de ça, vos grosses unités restent sur les objectifs et score. Je la trouve plutôt assez tactique comme armée à jouer parce qu'elle n'a pas une énorme létalité. Maintenant, elle peut permettre vraiment de marquer beaucoup de points si on la joue correctement.
C'est selon moi un des codex SM à l'heure actuelle qui est peut-être le plus intéressant en termes de jeu en équipe, ou même en jeu un petit peu dur, parce que mine de rien, quand on buff un petit peu toutes les unités et qu'on voit la tankiness, l'endurance qu'il peut avoir, et ben ça peut quand même vachement embêter votre adversaire. C'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le Codex d'Archangel. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu et à me donner votre avis dans les commentaires. Me dire ce que vous pensez de cette armée d'Archangel en V9, comment vous la jouez, quelles sont vos listes préférées, vos unités préférées. L'analyse n'a pas pour but de couvrir l'entièreté du codex, d'autres chaînes font ça de manière beaucoup plus détaillée que moi. C'est uniquement pour vous donner un petit aperçu de ce que donne l'armée sur la table. Si vous ne l'avez jamais affronté, vous aurez au moins quelques clés pour savoir un petit peu sur quoi vous allez tomber. Si vous avez envie de commencer une armée d'Archangel, vous avez ses principales caractéristiques dans les grandes lignes. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt dans la Wargame Room.